Alors bonsoir ou ré-bonsoir, bienvenue à cette deuxième partie de cette soirée d'ouverture à un cycle dédié à la danse et au cinéma. C'est un cycle qui a été mis sur pied grâce à la collaboration du Prix de Lausanne et à l'association Lausanne Capitale pour la danse. Alors tout à l'heure, je crois une bonne partie de vous a pu assister à la belle conférence de Laurent Guido. Je le rappelle, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, excuse-moi Laurent, professeur de l'Université de Lausanne au département. Je l'avais dit. Bon. Ça. Et donc, comme il était déjà là, on a évidemment profité pour lui demander de présenter le film que vous allez bientôt voir. J'en profite pour vous souligner qu'en étant un film muet, évidemment, il y a un accompagnement live avec notre Enrico Camponovo, qu'on va pour une fois vraiment remercier chaleureusement parce que c'est vraiment notre accompagnateur préféré et puis on t'aime beaucoup, Enrico. Et j'ai déjà parlé, alors je vous rappelle que là, vous avez la première partie du programme du cycle. Dans le nouveau bulletin, la deuxième partie, et on le voit parce qu'il y a une belle image de The Jazz de Bob Fosse, mais il y aura une troisième partie qui sera présentée dans le troisième bulletin, qui sera prêt dans quelques semaines. On va le boucler la semaine prochaine. Et quand vous sortez de la salle, vous voyez aussi une affiche avec un beau monsieur qui danse. C'est une affiche toute fraîche qu'on a en fait produit exprès pour ce cycle. Et je vous prie de la regarder avec attention parce que c'est une image qui cache aussi une nouveauté, une surprise, et c'est que le début d'un travail qu'on est en train de commencer pour revoir en fait l'image, ou comme on dit aujourd'hui, la corporate identity de la cinémathèque. Mais je ne vous dis pas plus, je vous demande juste d'observer l'affiche et puis on aura l'occasion d'en rediscuter aux prochaines affiches. J'ai trop parlé, je laisse la parole à Laurent Guido, que je remercie encore. Une belle projection, à bientôt. Merci Kika pour cette gentille présentation de la présentation. Alors, présenter La Sirène des Tropiques dans le cadre d'une rétrospective sur le cinéma et la danse, ça se justifie à la fois et en même temps c'est un choix qui est aux limites, disons, puisque vous le verrez, la danse n'est pas présente, disons, de manière constante dans ce film. Mais il y a la présence de Joséphine Baker qui en assure quand même l'essentiel de cette dimension chorégraphique. Et il y a concrètement 2 à 3 scènes de danse, et notamment vers la fin du film. Vous verrez pourquoi l'héroïne arrive, devient une danseuse professionnelle, et à ce moment-là, il y a des scènes qui directement sont issues de la revue qui s'appelait La Folie, la revue La Folie, celle-ci, mais qui faisait suite à la fameuse Revue Nègre en 1925. La Folie, c'était aux Folies Bergères, la Revue Nègre, c'était au Théâtre des Champs-Élysées, et c'était en 1925. Donc, Revue Nègre, c'était l'arrivée de Joséphine Baker à Paris. Baker, donc, encore très jeune, puisqu'elle est née en 1906, à Saint Louis, dans le Missouri. Elle est montée en ville, elle a travaillé, se spécialisant dans des ballets et des spectacles afro-américains, 100% afro-américains, à New York. Différentes, là aussi, revues 100% afro-américaines. Et c'est là où elle a été repérée par quelqu'un qui montait justement, qui voulait importer ce type de spectacle à Paris en 1925. Et Baker, bon, c'est une grande figure qui a marqué la culture française notamment, mais aussi internationale dans les années qui ont suivi. Et donc, au moment où le film La Sirène des Tropiques est monté, une part importante du projet, c'est de tourner avec elle. Et je ne dirais pas que le scénario est un prétexte à mettre en valeur Joséphine Baker, malgré le titre La Sirène des Tropiques, et malgré le fait qu'on la voit quand même pas mal. C'est en partie ce que les Américains appellent un star vehicle, c'est vrai, destiné un peu à la mettre en valeur, mais ce n'est pas complètement ça. C'est aussi, vous allez le voir, un mélodrame mêlé de passages comiques, mais un mélodrame mondain,
Maurice de Cobra, qui était le scénariste du film, c'était un spécialiste du roman mélangeant aventure, mondanité, et c'est lui qui a été chargé de confectionner ce scénario. Et donc vous verrez, vous retrouverez les schémas narratifs bien canoniques avec l'homme riche, manipulateur, veule, son épouse bonne, qui compense dans la haute bourgeoisie cette violence du personnage masculin. Vous avez la jeune fille totalement innocente, qu'on ne voit pas beaucoup dans le film. Vous avez le beau jeune ingénieur qui va être l'objet de tous les désirs, y compris celui de la sirène des tropiques, qui sera, elle, un personnage secondaire, mais quand même important en termes de présence à l'écran, qui est joué par Joséphine Baker. Donc c'est un film qui repose beaucoup sur ces schémas narratifs. On a reproché au film un certain colonialisme, je l'ai souvent vu. Alors il est colonialiste comme l'était l'époque colonialiste, mais si on regarde les structures narratives, elles ne sont pas particulièrement édifiantes dans le sens d'une idéologie qui viendrait d'en haut, des colonisateurs, et qui montrerait un peuple ignare qui aurait besoin de s'acculturer. C'est un peu ce que fait le film, mais de manière beaucoup plus subtile, je trouve. Il montre un dynamisme, certes animal, certes très régressif, du côté des personnages, on va dire, de couleur, mais il montre aussi, tous les personnages qui ont du pouvoir, qui sont élevés dans la hiérarchie, sont quand même les plus veuls, les plus manipulateurs. Il y a par exemple à 2 niveaux, l'homme blanc âgé, c'est quand même toujours un violeur. C'est ça un peu que le film nous raconte. Bon voilà, je ne veux pas trop entrer dans les structures, mais on pourrait nuancer ce côté, disons, abject et colonialiste du film. Il est un peu plus, je trouve, subtil que ça. Un bon exemple, c'est il y a une scène qui, sur le papier, pourrait apparaître d'un racisme hallucinant, qui est un gars que vous trouvez d'ailleurs aussi chez Buster Keaton ou les Marx Brothers. C'est à un moment donné, Joséphine Baker, vous verrez, il y a un passage burlesque, je ne vous en dis pas plus, sur un bateau, un peu après la moitié du film, et il y a un moment, vous verrez la scène, vous ne manquerez pas de la voir, il y a un gag avec du charbon, où elle est tout à coup plus que noire, et de la farine, où elle est tout à coup blanche. Donc vous vous dites, mon Dieu, c'est une scène qui joue avec ce type de paramètres, donc on est dans une exploitation, ou dans une forme de pararacisme, ou je ne sais quoi. Et en fait, si vous y réfléchissez, vous apercevez que, vous verrez, elle nous fait peur, parce qu'elle est excessivement noire ou excessivement blanche. Et en fait, c'est très intéressant par rapport au personnage de Becker, cette séquence, parce que finalement, ce n'est pas elle telle qu'elle est filmée, avec sa peau qui est la sienne, c'est une mise en scène des couleurs du visage. D'ailleurs, elle dit elle-même dans ses mémoires de 49, on m'en a fait voir de toutes les couleurs dans ce film, donc elle joue là-dessus. Film qui, si l'on suit les protagonistes, je vais juste vous dire quelques mots des protagonistes, des différents personnages qui circulent, parce que c'est peut-être le plus intéressant, à part ces quelques éléments que je viens de vous donner, eh bien, ils ont une opinion assez piètre du film. Vous pouvez encore partir. Non. Le réalisateur, par exemple, qui est Monsieur Henri Étiévent, est un acteur très très important, qui a commencé chez Antoine, au Théâtre Libre d'Antoine, qui a tourné énormément de films. Il était d'ailleurs dans L'Empreinte, un film dont on a parlé, un film important de 1908 dont on a parlé avant. Enfin, il est de tous les projets un petit peu prestigieux, adaptation de théâtre, grands rôles. Il commence à réaliser aussi dans les années 10 et jouer dans les films produits en Italie, en Allemagne. Donc c'est une personnalité quand même de ces années-là, un peu oubliée parce que spécialisée dans des genres mélodramatiques, de plus en plus mélodramatiques d'ailleurs, plus le temps passe. Et donc c'est une personnalité. Il joue d'ailleurs aussi un rôle dans le film, vous verrez. Donc lui dit que le film ne lui laisse aucun bon souvenir, par exemple. Donc voilà. Les acteurs, il y a pas mal d'éléments à donner autour des acteurs, parce qu'il y a finalement un rassemblement de personnalités intéressant. Georges Melchior, qui joue l'homme de haute bourgeoisie sadique, manipulateur, est en fait un acteur qui a eu des rôles de premier plan dans les années 10 et 20. Il était l'acteur de Fantomas, c'est lui qui joue Fandor dans Fantomas, et puis un peu après, il joue dans l'Atlantide, la version de Jacques Feder de 21, si je ne me trompe pas. Donc un acteur quand même de premier plan, là aussi. Et il y a dans un rôle, l'autre rôle masculin, le rôle du jeune bellâtre, évidemment ingénieur, évidemment au cœur pur. Il y a un acteur très intrigant, à la fois par sa personnalité à mi-chemin entre, disons, le cinéma de genre et le cinéma d'avant-garde, c'est Pierre Batcheff.
Pierre Batchev, c'est un acteur d'origine russe, né dans les premières années du siècle, et qui est d'ailleurs passé par Genève. Hein. Il a été acteur chez les Pitoef à Genève, et puis ensuite il est parti à Paris, et il est vite devenu vraiment une vedette de premier plan, notamment dans ses rôles de... Vous voyez, c'est un acteur très beau, physiquement, et dans ce type de rôle de jeune premier, élégant et vraiment animé de bons sentiments. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il croise sur le plateau de Sirène des Tropiques, vous verrez d'ailleurs, je pense la copie s'est pas gênée de préciser qu'il y a assistant sur ce film, parce qu'il y a le réalisateur Henri Étiévent qui dit plus grand chose à personne du public aujourd'hui. Par contre, l'assistant qui s'appelle Louise Buñuel dira peut-être quelque chose à certaines personnes, mais je crois qu'on a beau chercher, on ne trouvera pas de signe de surréalisme dans ce film-là. Par contre, c'est sur ce film-là, ou c'est en travaillant sur ce film-là, que Pierre Batchev rencontre Louise Buñuel, et Batchev va jouer notamment dans Le Chien andalou de Louise Buñuel. Et donc, et va ensuite vraiment chercher, à côté de la poursuite de ses rôles de jeune premier, ou de rôles un peu dans des films mélodramatiques, de différents types. D'ailleurs, il a tourné vraiment, il a une très belle filmographie, cela dit. Il a également cherché à développer même des projets de réalisation, d'écriture de films d'avant-garde. Et puisqu'on m'a demandé de faire aussi dans le gossip, je ne dis pas, je ne dénigrerai pas la personne qui m'a recommandé, c'est peut-être la nouvelle corporate identity de la Cinémathèque, qui est là derrière. Alors vous avez du gossip avec Batchev, puisqu'il est mort d'une overdose de morphine en 1932. Voilà, c'est un peu triste, mais comme une fin brutale pour Batchev, un âge très jeune. Et puis voilà, et il y a évidemment Joséphine Baker, je crois que j'ai oublié personne. Baker qui est une personnalité effectivement fantastique. Alors je vous ai dit, on ne la voit pas beaucoup danser. Je crois que le segment que vous avez vu juste avant, pour celles et ceux qui étaient là, de la revue des revues, vous a déjà donné une image. Elle est plus longue que peut-être que ce que vous verrez, mais vous verrez à la fin des prises de vue qui ont été réalisées directement dans certaines des revues de Joséphine Baker. Baker qui, alors son opinion sur le film, j'en ai encore pour 2 minutes, dans ses mémoires de 49, qui sont décidément très très intéressantes, nous renseigne sur ce film. Elle nous dit par exemple, eh bien j'ai tourné La Sirène des Tropiques sans avoir lu le scénario. On n'en a eu ni le soin, ni l'attention de me le faire traduire en anglais. À quoi bon, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce fameux scénario, on l'a rangé au fur et à mesure que l'on tournait. Vous voyez, c'est pas très glorieux. Et puis justement, quand elle parle de cette expérience de changement de couleur, elle dit justement j'en ai vu de toutes les couleurs et on m'a vu de toutes les couleurs dans ce film. Mais ce qui est intéressant, Becker, c'est ce qu'elle dit du cinéma. Je vous ai cité avant quand même, pour celles et ceux qui étaient là, cette phrase assez incroyable où elle parle du rythme du cinéma, où le rythme qui est pour elle encore pas à la hauteur par rapport à toutes les potentialités du cinéma, mais elle dit quelque chose sur le jeu. Et je vais terminer là-dessus. Je pourrais aussi citer, mais je ne vais pas le faire, des textes sur la danse de Joséphine Baker, qui frappait énormément par ce qu'on appelait à l'époque le primitivisme, qui fascinait, hein, l'alliance de primitivisme et d'extrême modernité par le jazz, l'Amérique d'un côté, et de l'autre ce côté sauvage, primitif, nègre. Tout cela fascinait, et j'aurais pu vous citer des choses, mais je fais trop long. Je préfère en rester à ce que dit Joséphine Baker elle-même du jeu d'acteur, parce que finalement, vous la verrez peu danser, mais vous la verrez jouer. Et ce qui, moi, m'a fasciné quand j'ai revu le film pour cette présentation, c'est qu'elle a un jeu très intéressant. Alors, elle a ses attitudes caractéristiques. D'abord, le jeu physique, bien sûr. Vous la verrez grimper sur des armoires, courir dans tous les sens. Ce jeu physique qui caractérise la danseuse, bien sûr. Mais aussi, son personnage lui permet de développer un travail du visage qui est très intéressant, à la fois par ses grands rires, on dirait à la Douglas Fairbanks, comme ça, avec ce grand sourire qui fend tout le visage, et ses expressions de jovialité qui sont presque bonhommes parfois. Il y a un critique de danse, Henry Levinson, qui dit, qui la compare presque à une sorte de Gavroche qui apparaît par moments, et il y a cette jovialité peuple, comme ça, qui est très bien chez elle, très intéressante. Et puis, dans ses expressions du visage, il y a par moments, vous verrez, des expressions de mélancolie, de tristesse, comme ça, qui sont d'ailleurs admirablement suivies par des travelling. Dans quelques moments du film, le film est admirablement photographié, et c'est la copie restaurée par le CNC que vous allez voir teintée, me semble-t-il, si c'est celle en tout cas auquel je pense, que j'ai vue, celle à laquelle je pense. Et vous avez de très beaux moments photographiques. Les tropiques du scénario ont été tournés à Fontainebleau, mais c'est quand même assez beau.
va dire. Comme quoi, voilà, c'est l'artificialité du cinéma, c'est aussi sa magie. Donc sur le jeu, elle a quelquefois des visages, des attitudes, vous verrez, d'un mélancolique qui est tout à fait intéressant. Je termine donc par une citation d'elle sur le jeu du visage. Elle nous dit « Tout doit obéir en nous à notre doigt et à notre œil, n'est-ce pas? Rien ne doit être négligé. Tout doit pouvoir signifier quelque chose. Aujourd'hui, malheureusement, on est habitué à 2 ou 3 petits coups d'œil, bêtes et conventionnels. On se fige, on s'ankylose. Pauvre corps, pauvre tête. Pourquoi ne pas remuer le nez, les oreilles et les doigts de pied? Les yeux sont faits pour rouler, les muscles pour travailler dans tous les sens. Le visage, est-ce que c'est un masque? Oui, aujourd'hui c'est un masque, hélas. Un masque immobile, effrayant. On n'ose plus rire, ni pleurer, ni faire des grimaces. Je fais des grimaces, j'aime ça. On arrive à exprimer ainsi des choses qu'on ne peut pas exprimer autrement et qu'on ne connaissait pas. Mais dites-moi, qui connaît bien et comme il faut le langage des grimaces? Souvent je regarde du haut de la scène le visage des 1000 et 1000 spectateurs serrés les uns contre les autres et je me dis, voilà, ton rôle est de faire bouger, remuer ces pauvres malheureux visages, de les animer. J'espère qu'elle va arriver à le faire ce soir avec ce film. Bonne projection.